lac Nyos. Retenez bien ce nom, parce qu'avant le 21 août 1986, personne, ou presque, n'en avait jamais entendu parler. Et pourtant, en une seule nuit, ce lac perdu du nord-ouest du Cameroun est devenu le théâtre de l'une des catastrophes les plus étranges et terrifiantes de l'histoire moderne. Alors à première vue, Nyos ressemble à un décor de carte postale, une eau turquoise, des collines verdoyantes, un calme absolu, donc un endroit paisible presque paradisiaque. C'est typiquement le genre d'endroit où l'on s'arrête pour admirer le paysage, sans s'imaginer une seule seconde le danger qui dort juste sous la surface. Parce que ce lac n'était pas un lac comme les autres, sous son apparente tranquillité, il accumulait depuis des années une menace invisible, silencieuse, prête à tuer. Et dans la nuit du 21 août 1986, cette menace s'est réveillée. Bienvenue dans l'histoire du lac Nyos. Nous sommes dans la région du nord-ouest camerounais, dans la division du Menchoum. Le lac Nyos repose au creux d'un mar, un cratère volcanique formé il y a environ 400 ans, quand de l'eau souterraine a rencontré du magma brûlant et a explosé. Le trou laissé par cette éruption s'est lentement rempli d'eau de pluie. Un lac de cratère d'une surface de 1,5 km², profond de 208 mètres. Un bijou géologique posé sur la ligne volcanique du Cameroun, cette chaîne de volcans qui s'étire sur 1600 km, du golfe de Guinée jusqu'au continent. Autour du lac, plusieurs villages, Nyos, Tcha, Souboum et Fang. Quelques milliers de personnes, principalement des éleveurs de bétail et des agriculteurs, cultivent les sols volcaniques exceptionnellement fertiles. Ils connaissent le lac comme un point d'eau tranquille, immuable. Personne ne soupçonne ce qui se trame dans ses profondeurs. Parce qu'il faut juste bien comprendre une chose, le lac Nyos n'est pas un lac normal, c'est ce qu'on appelle un lac méromictique. Traduction pour les gens normaux, ces couches d'eau ne se mélangent jamais. L'eau du fond reste au fond et l'eau de surface reste en surface. Et ça, c'est un problème, un très très gros problème. Parce que sous le lac, il y a le magma terrestre qui relâche en permanence du dioxyde de carbone, donc ce qu'on appelle le CO2. Et ce CO2, il remonte vers le fond du lac et se dissout dans l'eau profonde à cause de la forte pression. Et comme les eaux du fond se mélangent très peu avec celles de la surface, le gaz reste piégé et s'accumule pendant des décennies. Un peu comme une bouteille de champagne géante qu'on secoue très longtemps. Et ça fait beaucoup de dégâts. En 1986, le lac Nyos contient des quantités colossales de CO2 dissous dans ses couches profondes. C'est une bombe chimique à retardement. Et personne, ni les villageois, ni les autorités camerounaises, ni la communauté scientifique mondiale ne le sait. Pour comprendre la nuit du 21 août 1986, il faut remonter 2 ans en arrière. Le 15 août 1984. À une centaine de kilomètres au sud-est du lac Nyos, un autre lac de cratère camerounais, le lac Monoun, repose dans un paysage presque identique. Collines vertes, eau calme, village alentour. Avant l'aube du 16 août, un homme de 72 ans, Abdo Nkanjouone, pédale le long de la route qui longe le lac Monoun. Il tombe sur un pick-up garé sur le bas-côté. À l'intérieur, le corps sans vie de Louis Koreyap, un prêtre local. Nkanjouone, choqué, continue à pied. Plus loin, un autre cadavre, effondré sur une moto. Puis un troupeau de moutons, couchés sur le flanc dans l'herbe. Puis d'autres véhicules arrêtés, tous avec des passagers morts à l'intérieur. Un camion transportant 12 personnes s'est arrêté au bord du lac. Le moteur a calé. Le chauffeur et les passagers sont descendus pour voir ce qui n'allait pas. Ils sont tous morts. Les 2 seuls survivants du camion étaient assis sur le toit, au-dessus du nuage de gaz. Au total, 37 personnes sont retrouvées mortes sur la route menant au lac Monoun. Les victimes ont vomi. Certaines ont perdu la couche externe de leur peau. Des témoins rapportent avoir vu un nuage blanc au-dessus du lac à l'aube, ressemblant à du brouillard, et avoir senti une odeur de soufre. Les premières hypothèses évoquent un massacre politique, puis une maladie infectieuse et une arme biologique. Personne ne pense à un lac. Et l'incident reste largement inconnu. La région est isolée, sans électricité, sans téléphone, parce que le gouvernement camerounais ne diffuse aucune information publique. Et là, les 5000 habitants qui vivent autour du lac Nyos, à 100 km de là, ils n'ont absolument aucune idée du danger potentiel de leur propre lac. Un volcanologue islandais, Haraldur Sigurdsson, et son collègue Devin sont invités à enquêter. Ils examinent le lac et comprennent que le CO2 dissous s'est brutalement libéré des eaux profondes.
Sigurdsson avertit les autorités camerounaises que le même phénomène pourrait se produire dans n'importe quel lac de cratère de la région. Il qualifie le phénomène de danger naturel inconnu. Ses travaux sont publiés dans la revue Science, mais sur le terrain, aucune mesure de prévention n'est prise, aucun système d'alerte, aucune évacuation et aucune information aux populations. Le lac Nyos et le lac Monoun partagent la même géologie. Tous deux sont des mares situées sur la ligne volcanique du Cameroun. Tous deux sont des lacs méromictiques dont les eaux profondes ne se mélangent pas avec la surface. Tous deux accumulent du CO2 d'origine magmatique dans leur couche inférieure. Sauf que le lac Monoun contient environ 10 millions de mètres cubes de CO2 dissous. Le lac Nyos, lui, en contient 300 millions, 30 fois plus. La catastrophe de Monoun aurait dû être un signal d'alarme. Elle ne l'a pas été. Jeudi 21 août 1986. La journée s'achève autour du lac Nyos comme toutes les autres. Les bergers rassemblent leur bétail. Les femmes préparent le repas du soir. Les enfants jouent. Dans les villages de Nyos, Kam, Tcha, Souboum et Fang, environ 3000 personnes s'apprêtent à passer une nuit ordinaire. Une nuit ordinaire, sauf que sous le lac, à 208 mètres de profondeur, il y a des centaines de millions de mètres cubes de CO2 qui attendent. Le lac est au point de saturation. Il suffit d'un seul déclencheur, un glissement de terrain, un petit séisme, un changement de température pour que l'équilibre entier se rompe. Et ce soir-là, c'est exactement ce qui va se passer. Aux alentours de 21h30, un grondement sourd émane du lac pendant 15 à 20 secondes. Certains villageois l'entendent. Quelques-uns sortent voir ce qui se passe. Puis, une colonne d'eau jaillit du lac. Un geyser de plusieurs dizaines de mètres de haut. Un panache blanc se forme au-dessus de la surface. Et soudain, une détonation massive. Ce qui se produit est un phénomène que la science n'a encore jamais documenté en temps réel. Une éruption limnique. Le CO2 dissous dans les couches profondes se libère d'un coup, comme le bouchon d'une bouteille de champagne qu'on ouvre. Entre 100 000 et 300 000 tonnes de dioxyde de carbone s'échappent du lac en quelques minutes. Le nuage de gaz s'élève d'abord à près de 100 km/h, provoquant un tsunami de 20 mètres de haut sur le lac. Puis, le CO2 étant 1,5 fois plus lourd que l'air, le nuage retombe et s'écoule au sol. Il dévale les vallées à une vitesse de 20 à 50 km/h. Le nuage fait 50 mètres d'épaisseur. Il est invisible, il est inodore et il tue tout ce qui respire. Mon Dieu, 50 mètres d'épaisseur. Vous imaginez 50 mètres, c'est un immeuble de 16 étages couché sur le sol qui avance à la vitesse d'un cycliste. Et pour couronner le tout, il est invisible. Le problème en fait, c'est que le CO2 déplace l'oxygène et normalement l'air contient moins de 0,1% de CO2. Mais ce soir-là, autour du lac Nyos, la concentration atteint environ 10%. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à ce niveau-là, un être humain perd conscience en quelques secondes. Et la mort survient en quelques minutes. Sans souffrance, sans blessure, on s'endort et on ne se réveille pas. Le nuage atteint d'abord le village de Lower Nyos, le plus proche du lac. Ceux qui sortent de chez eux pour comprendre le bruit qu'ils ont entendu s'effondrent sur les chemins. Ceux qui dorment ne se réveillent pas. Une femme et un enfant sont les deux seuls survivants du village. Le nuage poursuit sa route vers Tcha, Souboum et Fang. Sur 23 km, le gaz est suffisamment concentré pour tuer dans le sommeil. 1746 personnes meurent cette nuit-là, 3500 têtes de bétail aussi, et d'innombrables oiseaux, insectes et animaux sauvages. Tout ce qui respirait dans les vallées autour du lac est mort. Les premiers signes de la catastrophe parviennent au monde extérieur quand des voyageurs approchent des villages et découvrent les corps. Des corps humains et animaux jonchent le sol, sans signe de lutte ni de panique. Les morts semblent paisibles, comme endormis. Les carcasses de bétail gonflent sous le soleil. Parmi les rares survivants, les témoignages sont terrifiants. L'un d'eux raconte « Je ne sais pas comment j'ai eu ces blessures. J'ai ouvert la porte, je voulais parler, mon souffle ne sortait pas. Ma fille était déjà morte. Je suis allé dans le lit de ma fille, pensant qu'elle dormait encore. J'ai dormi jusqu'à 16h30 l'après-midi. Quand j'ai réussi à me lever, je suis allé chez mes voisins, ils étaient tous morts. » Ce survivant enfourche sa moto et traverse le village de Nyos pour rejoindre sa famille à Voum, la ville la plus proche. Sur tout le trajet, il ne croise pas un seul signe de vie, ni humain, ni animal, ni insecte. En arrivant à Voum, il est incapable de marcher, incapable de parler. Son corps est vidé de ses forces. Les survivants présentent des symptômes compatibles avec une exposition à un gaz asphyxiant. Toux,
crachat de sang, perte de conscience prolongée. 845 survivants sont traités dans les hôpitaux, principalement à Yaoundé, la capitale. 19% de lésions cutanées sur 845 survivants traités. Et ce sont eux les chanceux. Donc les chanceux, c'est ceux qui étaient en hauteur parce que le CO2 coule vers le bas. Donc les chanceux, c'est ceux qui dormaient à l'étage et pas au rez-de-chaussée. Donc l'emplacement de votre chambre à coucher a déterminé si vous viviez ou mouriez cette nuit-là. On n'est pas tous à la même enseigne. L'armée camerounaise arrive sur les lieux et enterre les victimes dans des fosses communes. Il n'y a pas le temps de compter précisément les morts. Les cadavres se décomposent rapidement sous la chaleur tropicale et les survivants terrifiés ont déjà commencé à fuir dans la forêt. Le bilan officiel est une estimation de 1746 morts. Le nombre réel pourrait être plus élevé. Environ 4000 survivants sont évacués vers des camps de réinstallation. Parmi eux, une fillette de 12 ans nommée Mercy B. Le jour de la catastrophe, elle est en route pour Voum pour sa famille élargie de 26 personnes. Tous ses proches sont tués, tous les 26. Elle est la seule survivante de sa famille. Elle rapporte les courses et se fait rembourser l'argent, environ $100, qu'elle économise. Elle a aujourd'hui la quarantaine et tient un petit restaurant à Voum, qu'elle a baptisé le Lake Nyos Survival Good Faith Club. Sa famille entière vient de mourir et elle rapporte les courses pour se faire rembourser les $100. Parce qu'elle a 12 ans, qu'elle est seule au monde et que $100 au Cameroun en 1986, eh bien c'est une fortune. Dans les jours qui suivent la catastrophe, des équipes scientifiques françaises et américaines arrivent sur les lieux. Ce qu'elles découvrent les stupéfie. Le lac, habituellement bleu turquoise, est devenu brun foncé. Une forêt de raffia entourant le lac a été aplatie, probablement par la vague de tsunami provoquée par l'éruption. Les scientifiques comprennent immédiatement que le lac est responsable des morts. Mais le mécanisme leur échappe. Et là commence le grand débat scientifique. Parce que quand vous êtes géologue et qu'on vous dit qu'un lac a tué 1700 personnes en une seule nuit, votre première réaction c'est éruption volcanique. C'est la réponse facile. Parce que finalement le lac il est dans un cratère volcanique, il y a du soufre, même les témoins parlent d'odeur de poudre ou de pourri. Donc ça laisse conclure justement à cette conclusion. Sauf qu'il y a un petit problème, parce que les analyses d'eau ne trouvent qu'un seul gaz en quantité significative, qui est le CO2. Il n'y a pas de lave, il n'y a pas de cendres, il n'y a pas d'activité magmatique directe. Ce qui s'est produit cette nuit-là, ce n'est pas une éruption volcanique classique, mais un dégazage brutal et gigantesque du lac lui-même. Donc en d'autres termes, pour faire simple, le lac, il a roté. Il a fait un rot géant, mortel, de dioxyde de carbone. George Kling, géochimiste à l'université Duck, avait étudié la biochimie aquatique du lac Nyos avant la catastrophe. Il fait partie des premières équipes sur place. Avec son partenaire de recherche Bill Evans de l'United States Geological Survey, il prélève des échantillons d'eau depuis des canaux pneumatiques. Ils comprennent rapidement que les villageois autour de Nyos ont péri dans les mêmes conditions que les victimes du lac Monoun 2 ans plus tôt. Le danger naturel inconnu identifié par Sigurdsson est bien réel. C'est une éruption limnique. Le terme éruption limnique est inventé par le scientifique français Jean-Christophe Sabroux lors de la conférence UNESCO de mars 1987 à Yaoundé. Il désigne un phénomène extrêmement rare, la libération explosive de gaz dissous dans les eaux profondes d'un lac. Avant Monoun et Nyos, aucun événement de ce type n'avait été documenté dans l'histoire humaine moderne. Ce sont à ce jour les 2 seules éruptions limniques jamais enregistrées. Les chercheurs établissent 4 conclusions fondamentales. 1. Le gaz libéré était principalement du CO2 stocké dans les couches profondes du lac. 2. Les victimes sont mortes d'asphyxie au dioxyde de carbone. 3. Le CO2 provenait de sources magmatiques profondes. Et 4. Il n'y a pas eu d'activité volcanique directe significative. Le lac a servi de réservoir et de mécanisme de libération. Le déclencheur exact, glissement de terrain, petite éruption sous le lac, séisme mineur, reste inconnu à ce jour. Bill Evans du Geological Survey américain se souviendra de l'accueil des survivants. Malgré tout ce qu'ils venaient de perdre, ils ont hébergé les chercheurs dans leur maison et leur ont préparé des repas de bouillie de maïs sur des feux ouverts. Après la catastrophe, une évidence s'impose. Le lac Nyos est toujours dangereux. Les mesures révèlent que le CO2 continue de s'accumuler dans les profondeurs, rechargé en permanence par le magma souterrain.
Une nouvelle éruption n'est pas une question de si, mais de quand. Et il y a un deuxième danger, moins connu mais tout aussi terrifiant. Au nord du lac, une digue naturelle de roches volcaniques retient l'eau depuis environ 400 ans. Ces roches, issues de l'éruption qui a formé le cratère, sont fragiles et s'érodent lentement avec le temps. Or, cette digue ne mesure qu'une cinquantaine de mètres de large. Si elle venait à céder, les 40 mètres supérieurs du lac se déverseraient brutalement dans la vallée, avec un débit estimé à 17 000 mètres cubes par seconde. Les eaux pourraient atteindre des zones habitées jusqu'au Nigeria, à plus de 100 km de distance. Et surtout, une chute brutale du niveau du lac risquerait de déstabiliser les profondeurs saturées en CO2. Autrement dit, une inondation géante suivie d'un possible nuage de gaz mortel. Parce que oui, bien sûr, un lac tueur ne suffisait pas. Il fallait en plus un barrage naturel en train de s'effondrer. Non mais il fallait vraiment que le seul truc qui retienne ce lac soit un tas de cailloux vieux de 400 ans, large de 50 mètres, qui s'effritent un peu plus chaque année. Et si ça lâche, c'est pas juste une inondation, non. C'est une inondation qui libère le CO2 restant au fond du lac. Faut bien s'imaginer ça. Donc là, on est vraiment dans un combo gagnant. Une inondation géante plus un nuage de gaz mortel. Comme si la nature avait voulu prévoir un plan B au cas où le plan A n'aurait pas suffi. Dès l'automne 1986, la délégation française au risque majeur, dirigée par Adelin Villevieille, formule l'hypothèse limnique et élabore un plan audacieux. Installer des tuyaux verticaux plongeant depuis la surface jusqu'au fond du lac pour extraire l'eau saturée en CO2 de manière contrôlée. Le projet baptisé Programme Orgue du lac Nyos repose sur le principe du siphon auto-entretenu. Une pompe amorce le processus en faisant monter l'eau riche en gaz dans le tuyau. Lorsque la pression diminue, le CO2 se libère en bulles, allégeant la colonne d'eau et entraînant un flux continu. Une fois amorcé, le système fonctionne sans énergie extérieure. Mais entre l'idée et la réalisation, il y a un gouffre. Le lac Nyos est dans une zone reculée, sans route praticable, sans électricité. Acheminer un tuyau de 200 mètres de long jusqu'au fond d'un lac volcanique au milieu de la forêt camerounaise est un défi logistique colossal. Le financement est insuffisant, les obstacles bureaucratiques constants. Bill Evans se souviendra. Quand nous avons quitté le Cameroun en 1986, nous étions certains d'avoir fait de la bonne science, recommandé comment résoudre le problème et dit que les équipes d'aide viendraient la semaine suivante pour commencer à pomper le gaz. Ça a été un réveil brutal pour nous tous de voir combien de temps ce genre de choses prend. Il faudra 15 ans entre la proposition du tuyau et l'installation du premier. Le projet est porté pendant 32 ans par Michel Albvax, ingénieur et physicien à l'Université de Savoie, et son collègue Jacques Grandjean. En 1992, il teste le procédé au lac Monoun. En 1995, au lac Nyos. Les résultats sont concluants. En 2001, le premier tuyau permanent de dégazage est installé au lac Nyos. 2 tuyaux supplémentaires suivent en 2011. En 2019, 33 ans après la catastrophe, le système atteint un état d'équilibre. Un seul des tuyaux installés suffit à compenser indéfiniment la recharge naturelle en CO2, sans aucune source d'énergie externe. Quand le tuyau fonctionne, le spectacle est saisissant. Une colonne d'eau de plus de 40 mètres de haut jaillit en permanence depuis la surface du lac, propulsée par la seule force du gaz qui se libère. C'est une éruption limnique miniature, contrôlée, continue. Le principe est simple. Plutôt que de laisser le CO2 s'accumuler jusqu'à une libération catastrophique, on le laisse s'échapper en continu, en quantité inoffensive. Le lac se vide de son poison à ciel ouvert, jour et nuit, sans intervention humaine. Non, là, c'est vraiment admirable. Il y a une poignée de scientifiques et d'ingénieurs français qui ont consacré 32 ans de leur carrière à désamorcer ce lac tueur au fin fond du Cameroun. Et ils l'ont fait sans budget, sans caméra, sans prix Nobel, juste un tuyau, de la physique et un entêtement qui force le respect. On connaît par cœur les noms des gens qui provoquent des catastrophes, eh bien on devrait aussi connaître ceux qui les empêchent. Parallèlement, des travaux de renforcement du barrage naturel sont menés pour prévenir une rupture catastrophique. Le risque d'effondrement, jugé préoccupant en 2005 par une équipe d'experts des Nations Unies, a depuis été maîtrisé. Depuis 2019, les lacs Nyos et Monoun sont considérés comme stables, les tuyaux de dégazage fonctionnant en continu et le risque d'éruption limnique étant faible. Pendant que la science fait son travail, les survivants, eux, attendent. Après la catastrophe, environ 4000 personnes sont évacuées et regroupées dans des camps de réinstallation.
dont celui de Bua Bua. Certains sont des réfugiés depuis une génération. Ils vivent sans électricité, sans eau courante et sans accès à des soins de santé adéquats. Une génération, on parle de gens qui ont été déplacés en 1986 et qui, 40 ans plus tard, n'ont toujours pas retrouvé de vie normale. Leurs enfants sont nés dans des camps et leurs petits-enfants aussi. Les conditions dans les camps sont déplorables. Le centre de santé le plus proche est à 20 km, soit 5 heures de marche. Pa Jeremiah Foul, un survivant installé au camp de Bua Bua, résume « Nous sommes en enfer depuis qu'ils nous ont abandonnés ici. Pas de nourriture correcte, pas de vêtements, pas de soins. Des gens sont venus plusieurs fois pour nous demander ce qu'on voulait. Ils ont fait des promesses et ont disparu. Depuis 1989, on n'a vu personne. » Youssouf Moussa avait 6 ans au moment de la catastrophe. Pour aller à l'école, il a marché 7 km aller-retour chaque jour pendant 5 ans, souvent sans avoir mangé. La plupart de ses camarades ont abandonné. Lui a tenu. Il élève aujourd'hui 9 chèvres derrière sa maison pour nourrir sa famille. Son père avait 2 troupeaux de vaches avant la catastrophe. Ils n'ont plus rien. Le gouvernement camerounais passe de temps en temps distribuer du riz et de l'huile. Un responsable du camp, Tcha Ewi, a résumé la situation avec une lucidité déchirante. Apprenez à quelqu'un à pêcher au lieu de lui donner le poisson. Le gouvernement devrait donner des bourses aux étudiants pour qu'ils reviennent construire ce village. Agnès Tang a perdu son fils de 10 ans dans la catastrophe. Elle a survécu, s'est réinstallée au camp de Bua Bua et a failli mourir une 2e fois quand le camp a été détruit lors de la crise anglophone camerounaise en 2020. Les survivants du lac Nyos, déjà victimes d'une catastrophe naturelle sans précédent, se sont retrouvés pris dans un conflit armé. Oui, parce que le nord-ouest du Cameroun est une région anglophone et depuis 2016, il y a un conflit armé qui oppose les séparatistes au gouvernement central. 765 000 déplacés internes et en 2025, il y a 488 000 enfants qui sont déscolarisés. Et au milieu de tout ça, il y a les survivants du lac Nyos, ballottés d'un camp à un autre, d'une catastrophe à la suivante. Le lac les a épargnés pour que l'histoire les achève à petit feu. La plupart des survivants souhaitent retourner vivre près du lac, sur les terres de leurs ancêtres. Mais le gouvernement camerounais maintient l'interdiction, tant que le dégazage n'est pas jugé totalement achevé et la sécurité pleinement garantie. Une association locale, la Boa Boa Area Development Association, tente d'améliorer les conditions de vie des survivants. Réhabilitation de l'approvisionnement en eau, reconstruction de ponts et matériel scolaire pour les 2000 enfants des camps. 9,4% des survivants et résidents interrogés lors d'une étude récente pensent que la catastrophe était due à un essai nucléaire. La communauté scientifique a identifié le phénomène, l'a nommé, l'a expliqué et l'a neutralisé. Mais cette connaissance n'a jamais véritablement atteint les populations concernées. Non mais là c'est à peine croyable, près de 10% des survivants pensent que c'était un essai nucléaire. 40 ans après, parce que personne n'est venu leur expliquer. Donc on a installé des tuyaux dans leur lac, on a publié des centaines d'articles scientifiques, mais on ne s'est jamais assuré que les premiers concernés comprenaient ce qui avait tué leur famille. Et c'est là toute la tragédie de cette histoire. La science a fait son boulot et la communication non. Après la catastrophe du lac Nyos, les scientifiques ont cherché à savoir si d'autres lacs dans le monde pouvaient présenter le même danger. À ce jour, seuls 3 lacs sont connus pour contenir des concentrations dangereuses de gaz dissous dans leurs eaux profondes. Les lacs Nyos et Monoun au Cameroun et le lac Kivu en Afrique de l'Est. Le lac Kivu se situe à la frontière entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Il est 2000 fois plus grand que le lac Nyos. 2 millions de personnes vivent sur ses rives. En 2005, une équipe de géologues a découvert que des événements de dégazage massifs se produisaient dans le lac Kivu environ tous les 1000 ans. Le dernier remonterait à environ 800 ans. Le lac Kivu contient lui aussi d'immenses quantités de CO2 et de méthane dissous dans ses profondeurs. Si une éruption limnique devait s'y produire, les conséquences seraient bien plus dévastatrices encore que celles observées au lac Nyos. En 2002, le volcan Nyiragongo, situé à proximité du lac Kivu, entre en éruption. De la lave coule directement dans le lac. Le monde scientifique retient son souffle. Si la lave atteint les couches profondes saturées en gaz, elle pourrait déclencher une éruption limnique à l'échelle de Kivu. Mais la lave s'arrête bien avant d'atteindre le fond du lac. Et le pire est évité.
Là, c'est vraiment de la chance, parce que si la lave avait continué son chemin, on parlerait peut-être aujourd'hui du lac Kivu comme de la pire catastrophe naturelle de l'histoire moderne. Et là, il y avait 2 millions de personnes. Et la lave, heureusement, s'est arrêtée, cette fois. Toutefois, une étude publiée en 2020 a identifié des erreurs méthodologiques dans l'étude de 2005, notamment un biais possible dans la conversion des concentrations en pression partielle. Cette étude plus récente suggère que le risque d'éruption gazeuse au lac Kivu ne semble pas augmenter avec le temps. La situation reste néanmoins surveillée. Alors le passage dans l'étude qui dit « ne semble pas augmenter », je sais pas vous, mais je trouve pas ça très rassurant. Parce que j'ai envie de dire, avant 1986, le lac Nyos non plus ne semblait pas dangereux. Il semblait d'ailleurs plutôt être un joli lac bleu, au milieu des collines. Et puis un soir d'août, il a tué plus de 1700 personnes dans leur sommeil. Et c'est ça le problème avec les éruptions limniques, c'est que par définition, il n'y a rien qui semble dangereux jusqu'à ce que tout le soit. La catastrophe du lac Nyos a donné naissance à un champ scientifique entier. La commission de l'Association internationale de volcanologie sur les lacs volcaniques a été créée dans la foulée. Des lacs de cratères, autrefois considérés comme géologiquement inertes, sont désormais classifiés, surveillés et dans certains cas activement dégazés dans le monde entier. Le lac Nyos a appris à l'humanité que les menaces les plus mortelles ne sont pas toujours les plus visibles. Aujourd'hui, le lac Nyos a retrouvé sa couleur bleue. Le tuyau de dégazage crache en permanence sa colonne d'eau, sentinelle silencieuse d'une catastrophe que la plupart du monde a oubliée. Quelques chercheurs, journalistes et voyageurs aventureux font encore le trajet en 4x4 depuis Bamenda pour venir voir le lac. La route est défoncée et la région reste enclavée. Des survivants ont commencé à revenir s'installer sur les terres de leurs ancêtres, nostalgiques malgré les souvenirs. Ce sont des agriculteurs, des éleveurs, attirés par la fertilité des sols volcaniques, les mêmes sols qui avaient attiré leurs parents et grands-parents. La vie reprend, lentement, précairement, autour d'un lac qui reste techniquement classé comme dangereux. En 1986, Mercy B avait 12 ans et rapportait les courses de sa famille morte pour économiser $100. En 2016, dans les mêmes camps, Aïssatou Wilsa avait 9 ans. Elle ne pouvait pas se rendre à l'école à 7 km à cause de problèmes de santé. Mais elle avait un rêve, devenir infirmière. 30 ans séparaient ses deux fillettes. Et aujourd'hui, rien n'a changé. Le lac Nyos est toujours là, bleu, calme, magnifique. Et quelque part sous sa surface, le magma continue de murmurer.